Ouais, c'est encore en train. Ok, bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence virtuelle organisée par Attaque et la revenu politique ce soir, qui est donc consacrée à la place de la gauche aux États-Unis dans le contexte de l'élection présidentielle qui se tiendra donc le 3 novembre prochain, donc dans un peu plus de 2 semaines. Donc, petite explication sur le choix du thème de ce soir. Donc, indépendamment de l'intérêt qu'on peut avoir pour la politique américaine, il nous a semblé qu'il était de notre responsabilité en tant qu'association altermondialiste de contribuer à mieux comprendre les forces qui se mobilisent pour plus de justice sociale à travers le monde. Or, depuis la première campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016, on a assisté à une vraie percée des idées de gauche dans le débat politique américain, avec des idées comme l'assurance santé universelle, l'accès gratuit aux études universitaires, ou encore une rupture avec l'impérialisme qui caractérise la politique étrangère américaine. Alors, la popularité nouvelle de ces idées a suscité un véritable vent d'espoir, logiquement, à travers le monde, à l'idée que le phare du capitalisme mondial puisse subir de tels bouleversements en cas d'accession au pouvoir de Sanders. Et donc, en dépit de son échec, on a voulu faire le point sur la nature de cette dynamique et sur les perspectives que ça offre pour l'avenir. Alors, sur la question de la place spécifique de la gauche dans le contexte de la campagne présidentielle actuelle, il y a une image que j'aimerais bien vous montrer qui illustre assez bien cette problématique, que je vais essayer de diffuser. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, ça s'affiche. Donc là, on a un cliché un post Facebook du réalisateur Michael Moore, donc figure connue de la gauche américaine, en train de faire un selfie avec Kamala Harris, qui est donc la colistière de Joe Biden, et donc qui est vraiment étiquetée l'aile centriste, voire, pour ne pas dire plus, des démocrates, qui a notamment une politique très réactionnaire et sécuritaire durant son mandat de procureur de Californie. Et donc, cette image, je trouve qu'il illustre bien le fait que pour la gauche de la gauche, il y a un peu une tension entre la volonté de continuer à faire vivre les idées sur lesquelles Sanders s'est appuyé pendant sa campagne et en même temps la nécessité d'empêcher la réélection de Trump qui les force à une sorte d'union sacrée assez inconfortable pour le programme qu'ils défendent parce que l'aile gauche des partis démocrates a toujours été très hostile à l'establishment démocrate et vice-versa. Et donc voilà, on a voulu un peu questionner la marge de manœuvre de la gauche dans ce contexte difficile actuel. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Charles Voisin, qui est donc journaliste spécialiste des États-Unis. Il est l'auteur notamment de la première biographie francophone de Bernie Sanders, intitulée Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Nous recevons avec autant de plaisir Daniel Zamora, qui est donc chercheur et professeur de sociologie à l'ULB, et qui a notamment réalisé un post-doctorat à l'Université de Chicago et qui a suivi de près la campagne de Sanders et qui reste un observateur attentif de la gauche américaine. Alors, durant toute la soirée, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants dans les commentaires de Zoom et Facebook. On essaiera de les synthétiser au maximum et de les poser dans la seconde partie de cette conférence, donc après des premières interventions d'une durée de 30 à 45 minutes. Donc pour commencer, Charles, est-ce que tu pourrais revenir sur le contexte de la percée récente de la gauche aux États-Unis en général depuis le lancement de la campagne de Sanders en 2016 et un peu revenir sur les changements qu'a apporté Sanders dans ce contexte jusqu'à son abandon de la course à la primaire le 8 avril 2020? Oui, bien sûr, volontiers. Comme tu as dit toi-même, avant Sanders, il n'y avait pas vraiment il y avait même pas du tout de gauche, en tout cas, elle n'était pas visible. Bernie Sanders a été une rupture au sein du Parti démocrate sur bien des points. Alors, je dis au sein du Parti démocrate, on sait bien qu'il est sénateur indépendant, mais pour la présidentielle de 2016 et de 2020, il est devenu donc démocrate. Voilà, nuance près. Mais donc, il a quand même fait campagne au sein du Parti démocrate, tout simplement parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'espoir de victoire.
et aussi pour dire que, enfin juste pour donner une alternative à non seulement Hillary Clinton, mais au centrisme, pour donner un peu de débat, d'idées tout simplement au sein du Parti démocrate. Pour dire tout simplement aux centristes, on existe quasiment, c'était quasiment ça. Vraiment des espoirs assez bêtes, quoi. Juste dire, enfin, il y avait trois candidats qui étaient pas très visibles en 2016, qui n'avaient pas beaucoup de chance. Bref, on voyait vraiment que personne n'osait affronter Hillary Clinton, personne de vraiment avec des épaules n'osait l'affronter. Et Bernie Sanders était considéré comme au final un de ceux-là, quoi, c'est-à-dire un socialiste de 70 ans, aucune chance. Et finalement, il a démontré bien plus que juste être une alternative à Hillary Clinton. Il a su lui tenir tête. Et sur bien des points, donc ceux que tu citais, c'est-à-dire la politique étrangère, l'interventionnisme, mais aussi il a remis en cause l'attachement au libéralisme économique du Parti démocrate. Et ça aussi, c'était, mais comme Trump, il faut aussi le dire, c'était inédit au sein du Parti démocrate. Alors un peu plus, comment dire, c'est passé inaperçu, mais Bernie Sanders s'oppose à la peine de mort. Et ça, au Parti démocrate, enfin, on pourrait croire que, mais non, Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton ne s'opposent pas à la peine de mort. Et il faut avoir un certain courage en politique aux États-Unis pour s'opposer à la peine de mort aujourd'hui. Bernie Sanders est toujours un de ceux-là. Euh, bon, donc au point de vue économique, au point de vue de la politique étrangère, sur Israël aussi. Alors, il a un peu appris Bernie Sanders parce que c'est un juif américain et au départ, il n'était pas spécialement sensibilisé à la question, mais sur cette question-là aussi, au final, il ose critiquer cette alliance au final indéfectible avec Israël et ce soutien d'une politique qui va juste vers un seul État. Il a critiqué vertement Netanyahou. Donc vraiment, Bernie Sanders a changé beaucoup de choses. Dans son sillage, heureusement pour lui, il n'était pas tout seul. Donc il a constitué un véritable mouvement, un véritable bloc. Et Alexandria Ocasio-Cortez et ce qu'on appelle les Badass Women sont arrivés après lui dans son sillage. Donc, il a réussi à créer un mouvement, même si ce n'était pas aussi important que ce qu'il voulait, c'est-à-dire un Tea Party de gauche. Mais donc, je m'arrêtais là, juste voilà, pour rappeler que Bernie Sanders a apporté un vrai changement au sein du Parti démocrate qui n'était pas présent avant, un peu parce que bon, tout le monde se rangeait derrière Barack Obama. Il n'y a plus de son. Il n'a pas le son. Excusez-moi. Ah, voilà. Merci Charles. Daniel, toi qui avais suivi de très près la campagne de 2016, quels sont les grands changements qu'on peut constater en 4 ans par rapport à la campagne de 2020? Je vais pas. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Charles et c'est clair que faut mesurer l'ampleur des changements. Il faut quand même savoir que quand il a annoncé sa candidature, personne ne le connaissait. Ça reste un sénateur du Vermont. C'était une figure assez méconnue, je veux dire, du grand public. Et puis par ailleurs, c'était un socialiste athée. Si on regardait les sondages du nombre d'Américains qui verraient un président socialiste et athée, il était en dessous de musulmans. Donc, plus d'Américains pensaient qu'il pouvait y avoir un président musulman qu'un président socialiste athée. Et au cours de la campagne, évidemment, ça a complètement basculé. Il y a un enthousiasme très, très fort. Je me souviens que quand j'étais à Chicago, il a fait un meeting et l'annonce du meeting, on l'a reçu le jour avant. C'était un email, ce n'est pas une annonce, il n'y a pas une campagne gigantesque. Le soir du lendemain, les gens faisaient la file dehors pendant des heures dans le froid, parce qu'il fait froid à Chicago, pour pouvoir entrer dans la salle où se déroulait son meeting. Et les gens connaissaient la plupart de ses idées presque par cœur. Enfin, il y avait une sorte d'enthousiasme assez important. Effectivement, c'est essentiellement beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc là-dessus, voilà, c'est sûr que sur même l'idée même de socialisme, qui n'est pas particulièrement populaire au départ aux États-Unis,
il y a eu un changement. Et si on regarde la plupart des sondages sur le nombre d'Américains qui seraient aujourd'hui favorables à ce qu'il y ait potentiellement plus d'impôts, à ce que l'État ait un rôle plus important dans l'économie et puis dans toute une série de problèmes auxquels font face les Américains, ces pourcentages ont augmenté, ce qui montre quand même que je pense qu'une partie de la raison de ce changement, c'est effectivement les campagnes qu'il a menées. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus important à mes yeux, c'est aussi, je pense qu'il a popularisé une conception de la politique ou du changement social qui n'est pas nécessairement hyper présente sur la scène américaine, qui est une conception dans laquelle l'investissement, l'engagement, la mobilisation des gens est très, très importante. Dès le départ, il a toujours dit un président Sanders, ce n'est rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y aille à des mobilisations. Il faut qu'il y ait une pression de la base. Il faut que les gens s'impliquent dans la politique. Il faut quand même se rappeler qu'aux États-Unis, 50% des gens ne votent pas à l'élection présidentielle. Donc, la moitié des gens sont dans l'abstention. Donc, il y a quand même aussi un enjeu sur l'évaluation du taux de participation qui est importante. Et cette conception peut-être plus militante, qui implique aussi une vision plus élargie, peut-être moins technocratique de la politique, je pense que c'est une grande victoire et qui a certainement inspiré des figures comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Rashida Tlaib, qui aussi ont mené des campagnes beaucoup plus militantes dans lesquelles on essaye d'impliquer les gens, dans lesquelles on essaye de concevoir le changement aussi comme un rapport de force, et pas simplement comme un rapport purement électoral. Donc ça, je pense, voilà, ça c'est pour moi peut-être une des grandes victoires. Et puis, il y a un aspect qui est peut-être aussi important, c'est qu'il s'est appuyé aussi sur des campagnes, des mobilisations existantes. Par exemple, un certain nombre de ces mots d'ordre, comme par exemple celui du salaire à $15, c'est une campagne qui vivait sur le terrain, dans notamment le secteur des fast-food, dans lesquels beaucoup de gens se mobilisaient. Il y a des mobilisations importantes pour que les États établissent un salaire minimum à $15. Et le fait de reprendre aussi des mots d'ordre qui existent dans des organisations syndicales sur le terrain, et je pense les transcrire dans une forme de plateforme comme ça est quelque chose qui a peut-être changé, qui a donné des perspectives plus intéressantes aujourd'hui pour la gauche aux États-Unis. Merci Daniel. Donc ça, c'était pour la partie historique depuis le lancement de la campagne de Sanders. Pour en revenir sur la campagne actuelle au stade où elle est maintenant, donc c'est-à-dire cette confrontation entre Biden et Trump, est-ce que l'espèce d'union sacrée à laquelle est plus ou moins forcée l'aile gauche du Parti démocrate et en général les militants progressistes aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de démobiliser les militants en faveur du programme de rupture de Bernie Sanders et donc un peu à les endormir du fait qu'il faut suivre la logique du ticket présidentiel qui a remporté la primaire et donc qui accorde évidemment beaucoup moins d'espace aux propositions portées par Bernie Sanders. Je ne sais pas qui est-ce qui aurait envie d'intervenir en premier là-dessus. 2 secondes, oui, je pense qu'il y a un coup d'arrêt et oui, il y a une union sacrée forcément. Et je pense que Bernie Sanders ne convaincra pas que Joe Biden est un progressiste né, mais qu'il convaincra, et c'est d'ailleurs le message de Joe Biden qui est un peu simple et un peu peu mobilisant, mais qu'au moins lui, il a des valeurs face à Donald Trump qui en a assez peu. Donc voilà, il y a un coup d'arrêt dans la mobilisation, c'est clair. En plus, avec le coronavirus, clairement, et c'est déjà difficile pour Joe Biden d'exister, alors pour Sanders, il fait quelques interventions ci et là sur CNN ou dans les talk shows, mais ça s'arrête là. Et puis, oui, voilà, c'est soutenir Joe Biden, répéter pourquoi il faut voter pour lui, que c'est important aussi pour les causes progressistes. Hein. Si jamais un juge de la Cour suprême vient à décéder, ça a un gros enjeu tout de même. Et on le sait, il y en a déjà 3 maintenant que Trump vient ou va de remplacer. Donc, c'est le message de Sanders qui est clair là-dessus et qui est même assez dur avec sa base et qui leur dit mais est-ce que vous regarderez en face si Trump rempile donc là, il est assez cash par rapport à ceux qui voudraient s'abstenir
ou éventuellement voter Trump. Donc voilà, maintenant il y a un coup d'arrêt. Je pense que l'enjeu après, on va en parler après, ça sera de reprendre la mobilisation qui pour l'instant est vraiment à l'arrêt à cause de la campagne et à cause du coronavirus. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est sûr que et bon, depuis j'ai presque envie de dire 4 ans, il y a eu toujours une tension un peu sur cette focalisation autour de l'opposition à Trump, parfois sur une base un peu, je ne vais pas dire apolitique, mais un peu faible. Enfin bon, et puis voilà, une vision positive avec toute une série de revendications, une critique aussi des politiques économiques qu'a mené Trump. Il faut quand même savoir que la première mesure que Trump a menée, c'est une réduction d'impôts qui a favorisé les plus riches. Aujourd'hui, les taux d'imposition pour les plus hauts revenus sont presque en dessous, je pense qu'ils sont même en dessous maintenant de ce que paye l'Américain moyen. Trump ne payant lui-même que soit pas d'impôts, soit $150, je pense. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait un calcul, mais je pense que c'est moins que moi. Donc, vous voyez, bon, là, il y a, je pense aussi une manière d'aborder la critique de Trump qui est problématique. Et l'establishment démocrate a évidemment une vision un peu plus réductrice, c'est la critique du fascisme, etc. etc. Bon, ici, voilà, l'élection est là. Sanders n'a jamais caché qu'il appellerait à voter pour le candidat démocrate qui a été nommé. Il n'a jamais eu d'autres ligne sur ce plan, c'est assez clair. Et au lendemain de l'élection, bon, je pense que là-dessus, la leçon que Sanders a donnée, c'est aussi de dire il faut pas se focaliser non plus sur la personne qui est présidente. Bien entendu, il faut battre Trump, mais si Joe Biden est élu, si Sanders avait été élu, les problèmes auraient été les mêmes, au sens où ces mesures ne peuvent être prises que s'il y a un rapport de force important, s'il y a une désorganisation. Genre, une des questions clés aux États-Unis, qui est peut-être peu discutée ou pas assez discutée, c'est le taux de syndicalisation qui est très très bas et qui n'a cessé de baisser, donc sur les 4 dernières années compris. Donc ces 4 dernières années ont vu des changements importants dans l'opinion publique sur l'idée du socialisme, sur l'idée d'un système public de santé, etc., etc. Mais le taux de syndicalisation, lui, continue de baisser. Donc le nombre d'Américains qui sont dans un syndicat continue de baisser. Et là-dessus, il y a eu des enjeux législatifs. C'était une des promesses en fait de Barack Obama en 2008. C'était de faire passer une loi qui allait faciliter le fait de pouvoir créer un syndicat ou joindre un syndicat. C'est une promesse qui n'a pas tenu, sur laquelle il n'est pas revenu. Le syndicat, c'est quand même un peu l'image de l'horreur aux États-Unis, voire plus que la question d'un système de santé socialisé. Et voilà, ces lois sont toujours là, enfin ces propositions de loi sont toujours là, et une législation qui changerait les règles en matière de syndicalisation, je pense, pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur le long terme qu'une campagne électorale. Et c'est sans vouloir du tout limiter l'importance des campagnes qu'a menées Bernie Sanders. Mais ça, voilà, ça c'est une question cruciale, me semble-t-il, et qui, voilà, sera potentiellement l'enjeu des 4 prochaines années. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir changer Et d'ailleurs, la Cour suprême, il y a 2 ans, je pense, a aussi pris une décision qui va encore affaiblir les syndicats, puisque jusqu'à maintenant, les syndicats, lorsqu'ils sont établis, en particulier dans le secteur public, sont à même de collecter des contributions d'employés qui ne sont pas membres du syndicat. Donc, dès qu'il y a des négociations qui sont collectives, les bénéfices sont partagés par l'ensemble des employés, et donc il était considéré que le syndicat pouvait collecter de manière obligatoire des contributions des personnes qui ne sont pas membres du syndicat. Cette décision a changé, ce qui va faire perdre encore des millions de dollars au syndicat. Et donc cette question pour moi des syndicats est simplement de l'organisation à la base de millions d'Américains devrait, j'espère, être un enjeu important pour les années à venir et sur laquelle il faudra taper sur le clou pour obliger ou pour pousser le prochain président, espérons peut-être Joe Biden, même si je n'ai aucune sympathie pour lui, dans les années à venir. Merci Daniel. Donc, je fais une très bonne transition. Donc, maintenant, on va poser la question de l'avenir de la gauche et de ces thématiques dans le contexte post-élection. Donc, je vais vous demander à tous les deux d'envisager quelles seraient les perspectives, les limites et les perspectives qui s'offriraient à la gauche aux États-Unis en cas de victoire de Biden, donc un cas d'une cohabitation avec un président plutôt modéré, et également en cas de victoire éventuellement de Trump.
et sachant que forcément il y aurait des politiques plus à droite, mais qu'en même temps, sachant aussi qu'une victoire du ticket Biden-Harris, c'est aussi ancrer la présidence démocrate à la droite de l'échiquier politique pendant de longues années, parce qu'on peut imaginer que Harris va succéder automatiquement, ou en tout cas qu'elle serait la figure de proue naturelle à Joe Biden. Et donc, de manière un peu provocante, on pourrait se demander si la gauche n'aurait pas intérêt à une défaite du ticket démocrate actuel. Et donc voilà, donc, je ne sais pas qui voudrait commencer sur ce sujet. Bah oui, je veux bien, comme ça on alterne. Donc, en cas de victoire de Joe Biden, alors je pense que le scénario est déjà connu. C'est celui de Bill Clinton dans les années 90, qui est devenu quelqu'un de très centriste, et puis qui, pour se faire réélire, est carrément devenu assez conservateur. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 ou 3 membres de son cabinet qui ont démissionné en signe de protestation. Mais tout de même, voilà, Bill Clinton est devenu conservateur aussi parce que, politiquement, il est un peu coincé par Newt Gingrich et la révolution conservatrice de Newt Gingrich. Mais donc, voilà, il faudra empêcher que Joe Biden ne devienne... voilà, on sait qu'il est centriste, mais il faudrait qu'il ne soit pas trop conservateur. Et c'est, comme le disait Daniel, une question de rapport de force. Donc, il va falloir que la gauche, ou en tout cas l'aile gauche du Parti démocrate, montre qu'elle est là, lui rappelle ses promesses, lui rappelle ses valeurs progressistes. Notamment le sorte de pacte, alors non contraignant, hein, mais qu'il a fait avec Bernie Sanders, qui contient toute une série de mesures concrètes, progressistes, sur le climat, sur le droit des femmes, etc., hein, sur les impôts, par exemple, l'éducation. Donc, ils ont du boulot en termes de mobilisation, et c'est très important, hein, parce que dans l'idée de Bernie Sanders, c'était d'avoir un pouvoir tel que le Tea Party, qui lui a réussi tout de même, mouvement très hétérogène, mais qui a réussi sa transition politique, puisqu'ils ont beaucoup de sénateurs, hein, quand même 3-4. Et on pourrait dire quelque part que Trump est l'héritier du Tea Party, avec cette remise en cause de la nationalité de Barack Obama, etc. Tout ça, ça vient du Tea Party. Bernie Sanders voulait un Tea Party de gauche, donc un rassemblement populaire très fort qui envoie beaucoup d'élus. Et moi, je me suis toujours dit, si Bernie Sanders n'était pas seul, s'il y avait 5-6 Bernie Sanders et une dizaine d'Alexandria Ocasio-Cortez, ça ferait la différence en termes de rapport de force, et Joe Biden serait fidèle à ses valeurs progressistes. Donc il faut éviter ce scénario-là des années 90, où Bill Clinton est devenu assez conservateur pour remporter un second mandat. En cas de victoire de Trump, alors ça donnerait tragiquement raison à Bernie Sanders, qui a dit, par exemple, sur la victoire de Trump en 2016, c'est pas Donald Trump qui a gagné, c'est le Parti démocrate qui a perdu. Et ça serait encore une fois le Parti démocrate qui perdrait. Et donc, il y aurait vraiment une remise en cause du leadership centriste au sein du Parti démocrate. Alors, ça ne veut pas dire que la gauche progressiste va gagner, loin de là, parce qu'ils sont minoritaires. Mais en tout cas, il y aurait une remise en cause du leadership des centristes. Parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas perdre comme ça contre le pire candidat de l'histoire du Parti républicain, Donald Trump, qui est censé être un candidat facile à battre. Et donc, c'est qu'il y a un vrai problème sur le fond et sur la forme, avec des candidats comme Joe Biden, Hillary Clinton. Donc, il serait fortement remis en cause, mais ça ne veut pas dire non plus que ça serait la voie royale pour des idées fortement progressistes comme celle de Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Donc voilà un peu mon sentiment pour les 2 scénarios. Moi, encore une fois, je suis assez tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Si j'ai rajouté quelque chose, peut-être quand même souligner le contexte particulier dans lequel se déroule cette élection. J'avais lu un chiffre il n'y a pas très longtemps qui disait que c'est un chiffre dont il faut prendre l'ampleur quand même, que 40% des Américains
ont difficile ou auraient difficile à faire face à une dépense de plus de $400, une dépense imprévue. Donc, si dans leur budget, à un moment donné, surgit une dépense supplémentaire de $400, ça va être difficile pour eux. 40%, c'est énorme. C'est-à-dire voilà, la part des Américains qui vit, j'ai envie de dire, sur le fil, qui vit presque au jour le jour, est quand même est quand même non négligeable. Et dans ce contexte, avec le coronavirus, avec tous les impacts que ça a, le nombre de faillites, le nombre de personnes qui vont être au chômage, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est clair que dans les mois à venir, les questions que vont se poser les Américains, les problèmes auxquels ils vont faire face, vont appeler quand même à des réponses très très fortes. Et Biden va être obligé, me semble-t-il, quand même de répondre à des désarroi économiques. Alors, évidemment, ça va aussi dépendre voilà, des solutions qui sont mises en avant, de celles qui vont peut-être capturer l'opinion publique plus que d'autres. Donc, ça dépendra aussi de la mobilisation. Mais ce contexte, je pense, va appeler quand même à des mesures très fortes et va favoriser, me semble-t-il, une perspective plus progressiste. Mais je me trompe peut-être. On verra dans les mois qui vont venir. Si Trump l'emportait, bon, ça c'est une bonne question. J'ai envie de dire, c'est quand même une figure très imprévisible. Je pense que c'est clair que dans le Parti démocrate, ça serait vraiment très compliqué de justifier un deuxième échec face à Trump. Maintenant, est-ce que ça favoriserait la gauche? Bon, je pense que c'est un peu se donner des illusions. La machine démocrate n'est pas ça reste une machine très bien huilée, comme on l'a vu lors de la dernière élection. Ce n'est pas simplement cette défaite qui permettrait directement à Bernie Sanders de prendre le contrôle de cet appareil et puis d'en faire ce qu'il entend. Je pense que voilà, il faut continuer sur cette perspective d'avoir une plateforme claire, d'avoir des objectifs ambitieux. Je pense que ce qu'il a démontré, c'est qu'on peut gagner sur une ligne avec des objectifs ambitieux, ce qui souvent a été vu comme tout à fait utopique. Il faut on gagne au centre, il faut être modéré, il faut des progrès incrémentaux, parce que si on est trop radical, on ne peut pas l'emporter. Ce qu'a montré Bernie, c'est qu'avec une ligne de rupture, on peut aussi avoir des majorités politiques, et un certain nombre de candidats ont battu des candidats de l'establishment démocrate sur cette ligne. Et je pense que ça, c'est indépendamment de ce qui se passe dans le monde du travail, l'aspect syndical, je pense que d'un point de vue électoral, cette plateforme, ces candidats qui s'organisent sur la plateforme de Bernie est quelque chose certainement à approfondir, et d'avoir effectivement un nombre de candidats démocrates qui sont proches de sa ligne politique apporte beaucoup. Genre la visibilité qu'ont aujourd'hui les élus, que ce soit Ilham Omar, Alexander Ocasio-Cortez, qui ont des vues quand même, bon, elles sont hétéroclites, c'est pas nécessairement Bernie Sanders, hein, mais ça apporte énormément au débat public, et puis aussi à ce que les démocrates sont obligés de défendre. On a l'impression que Biden était quand même un peu parfois sur la défensive sur des thématiques sur lesquelles avant il n'aurait jamais hésité. Sur le Medicare for All, il doit se justifier pourquoi est-ce qu'il n'est pas pour. Voilà, il y a quand même quelque chose qui a changé et qui potentiellement me semble intéressant. Voilà. Et autre chose, ça c'est tout à fait différent. Peut-être que je serais curieux d'entendre ce que vous pensez sur ça. Je me demande si Biden gagne, est-ce que dans 4 ans, parce que serait-on débarrassé de Trump, il pourrait se représenter dans 4 ans. Donc il y a aussi cette question au fond où ce que Trump représente, c'est pas que ça va disparaître si on ne répond pas à toute une série de problèmes auxquels font face les Américains, la désindustrialisation, le déclin de la classe moyenne, des salaires stagnants, la précarité économique. Trump pourrait se représenter, égomaniaque comme il est, je pense qu'il pourrait le faire, et si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Et donc, la solution centriste, ce sparadrap qui aujourd'hui va être mis, qui va peut-être l'emporter, parce que effectivement, sa campagne de Trump est assez catastrophique, plus catastrophique que celle de Biden, qui n'est déjà pas particulièrement reluisante. Ce problème ne va pas disparaître, et soit à gauche va être articulée une ligne politique qui va pouvoir concurrencer cela, ou je pense que le Parti démocrate n'est pas parti pour des victoires successives dans les décennies à venir s'il reste sur cette ligne. Oui, mais c'est juste pour répondre. Alors, oui, je pense que Donald Trump pourrait faire ça. Il y a déjà un président américain qui a fait 4 ans comme ça, puis un autre président a fait un mandat et puis il est revenu pour 4 ans. Donc, c'est pas inédit.
Maintenant, Donald Trump est âgé, il faut voir, il a 74 ans. Ça veut dire qu'il se représenterait à l'âge de 78 ans, un peu comme Bernie Sanders. Pourquoi pas? En tout cas, il est énergique, ça c'est sûr. Il a battu le coronavirus, donc jusqu'à preuve du contraire, il est toujours vaillant. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe, je dois franchement le dire, c'est Eric Trump, qui est aussi, voire plus virulent, plus malhonnête, plus vicieux que son père, qui, lui, ne gère pas les affaires, qui a clairement un profil politique. Donc, je pense que voilà, il y a aussi clairement un côté dynastique, comme les Kennedy, par exemple, dans la famille Trump. Donc, moi, je pense souvent à Eric Trump pour le futur du Parti républicain, ou Mike Pence. Faut pas l'oublier aussi. C'est vraiment la droite religieuse en plein. Et voilà, on pense au droit à l'avortement, etc. Bon, il y a des inquiétudes par rapport à ça, et également par rapport à ce que va faire la Cour suprême là-dessus dans les années à venir, évidemment avec le changement de... euh, il y a beaucoup de changements au sein de la Cour suprême, elle devient de plus en plus conservatrice, et notamment avec la nomination, bientôt la confirmation d'Amy Barrett comme juge à la Cour suprême, qui elle-même a l'air clairement anti-IVG, même si elle ne va pas le dire, parce que voilà, elle est censée être neutre et appliquer la Constitution. Mais la loi pour l'IVG, c'est pas dans la Constitution. Et donc, elle peut revenir là-dessus. Juste un petit rebond pour aller dans le sens de ce qui a été dit. Oui, et il faut ajouter, voilà, Biden surfe un peu sur une vague de nostalgie par rapport à Barack Obama, et sans non plus vouloir faire un portrait totalement noir de sa présidence. Mais bon, il faut quand même souligner que Trump a été élu suite à la présidence de Barack Obama, donc il n'est pas sans aucune responsabilité ou sans une part de responsabilité dans l'évolution de la politique américaine, et que bon, on peut imaginer qu'on peut faire un retour, une sorte de retour nostalgique à la normalité, mais je pense que la normalité est plus ou moins partie définitivement, et ce serait une illusion de penser qu'on va pouvoir simplement continuer avec les mêmes solutions qu'avant, qui manifestement n'ont pas pleinement fonctionné. Voilà, cette base républicaine, elle va être toujours là dans 4 ans, elle ne va pas se modérer et devenir beaucoup plus moins trumpiste qu'elle ne l'est depuis 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne va pas changer, sauf à moins de répondre à toute une série de problèmes réels auxquels une grande partie des classes populaires américaines sont confrontées. Merci à tous les deux pour ces interventions très éclairantes. On va passer aux questions-réponses. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Converser » dans Zoom, en bas, ceux qui sont sur Zoom, et dans les commentaires de la vidéo directe Facebook. Et donc, on les restituera avec le plus de fidélité possible. Donc, on a une question sur le rôle que peut jouer l'aile gauche des parlementaires démocrates dans le prochain congrès américain. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs victoires de candidats de l'aile gauche, en plus d'Alexandra Ocasio-Cortez ou d'autres qui ont été élus en battant des candidats de l'establishment républicain aux primaires. Quel rôle est-ce que vous pensez qu'ils peuvent jouer en cas de victoire de Biden, et dans quelle mesure ils seront capables d'influencer sur la ligne présidentielle? Daniel? Ben, c'est difficile à dire. Voilà, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle positif. On l'a vu, indépendamment de ce qu'on en pense, mais voilà, avec le talent qu'on lui connaît, Alexandria Ocasio-Cortez a réussi à imposer dans le débat son Green New Deal. Bon, elle est toute seule au départ, et puis elle arrive, enfin, elle n'est pas toute seule, mais enfin, elle arrive à imposer ça comme thème de campagne, et au point où la plupart des candidats démocrates sont obligés de se positionner par rapport à son plan. Donc, est-ce qu'ils vont imposer à Biden, s'il est élu, leur agenda? Probablement pas. Maintenant, simplement, le fait déjà d'influencer les termes du débat, c'est beaucoup. Et puis, je pense que voilà, il y a un rôle à être là pour
constamment maintenir une pression politique sur les discussions, sur les propositions. C'est très, très important. Alors, il ne faut pas, encore une fois, je pense, moi, ça c'est mon regard personnel, il ne faut pas non plus être omnibulé par les questions de politique au sens strict électoral. C'est très important, encore une fois. Mais ce changement va être, si un changement s'opère, ce sera le produit de choses beaucoup plus profondes dans la société américaine, qui ne peuvent pas être résolues simplement par des calculs électoraux. Voilà, c'est important, ces personnes ont un rôle à jouer, mais je pense que le rôle qu'elles ont à jouer, c'est aussi en partie dans le fait de diffuser dans la société américaine le fait que chacun a son mot à dire, qu'il faut s'engager, qu'il faut s'organiser. Ça, c'est pour moi le grand apport de ces élus, c'est qu'ils ils ont été élus sur une conception de la politique qui est beaucoup plus collective et qui ne surfait pas, j'ai envie de dire, simplement le travail parlementaire. Bien qu'il soit très important, mais il doit accompagner un travail de fond beaucoup plus important et qu'ils sont en train de faire et qui éveille, je pense, toute une génération de jeunes Américains qui s'engagent désormais de manière beaucoup plus ouverte dans ce combat politique. Et ça, je pense, c'est le plus grand apport et qui, sur le long terme, aura probablement de grands effets, mais ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour dans un mois. Voilà, c'est un travail de longue haleine, on va dire. Oui, pour préciser, je pense que voilà, stricto sensu, au Congrès, ils ou elles sont des nouveaux venus, donc ils n'ont pas beaucoup d'ancienneté. Donc à la Chambre des représentants, l'ancienneté, ça compte beaucoup. Elles n'ont qu'une voix parmi 438 représentants. C'est pas beaucoup, c'est pas comme le poids d'un sénateur qui est aux États-Unis nettement plus important. Et puis, c'est plus par rapport à la médiatisation. C'est vrai que c'est incroyable, hein, la médiatisation d'Alexandria Ocasio-Cortez et sa bande, si je peux dire. Bon, elles ont un poids politique qui, au final, est purement médiatique. Même si bon, elles sont représentantes, c'est-à-dire qu'au sens strict, leur vote pèse pas très lourd. Il est noyé parmi beaucoup de votes conservateurs et centristes. Par contre, elles peuvent continuer le combat de Bernie Sanders sur la santé, par exemple. Et c'est un combat, encore une fois, il y a 5 ans, on n'entendait pas parler de Medicare for All, donc d'une couverture santé réellement universelle et de l'abolition des assurances santé privées. Et donc ça va rester dans le débat et c'est déjà très important. Et donc, Joe Biden va devoir faire des concessions parce qu'avant, il n'avait pas cette opposition-là. Et donc, finalement, c'est un jeu, plus on lui rappellera qu'il est démocrate et progressiste, et plus il y aura un rapport de force au sein de son parti, moins il cédera aux conservateurs. En tout cas, c'est plus ou moins la logique. C'est que au final, et c'est pour ça qu'il va faire Medicare for those who want it, c'est-à-dire que bon, il va quand même essayer d'étendre le programme Medicare à un maximum, et peut-être que voilà, sans cette révolution progressiste qui dure depuis 5-6 ans maintenant, il n'aurait pas forcément osé aller dans ce sens-là. Et que, bon, avec toutes ces députés et députées, eh bien, oui, finalement, il va pas faire exactement ce qu'elle demande, mais petit à petit, bon, on voit quand même que le flanc progressiste arrive à non pas imposer son agenda, mais une petite partie quand même. Merci. On a une question de Vladimir, que nous saluons au passage, qui s'étonne qu'on ne parle pas plus de la question internationale et donc qui voudrait savoir donc, qu'est-ce que la gauche peut vraiment espérer du fait que ce soit au final la vieille garde démocrate qui revienne au pouvoir et qu'on sait que les questions internationales sont assez consensuelles au niveau des États-Unis et que en gros, la politique impérialiste n'est jamais vraiment remise en cause, ou militariste, etc., n'est jamais vraiment remise en cause.
Et est-ce que la gauche peut vraiment espérer quelque chose de ce retour le mouvement anti-guerre et pacifiste, etc., peut espérer quelque chose de positif d'une victoire de Trump, pardon, excusez-moi, pour le lapsus, de Biden? Juste un petit mot. Sur les politiques internationales, je n'attends pas grand-chose. La seule chose que j'attendrais, et qui serait le seul point positif, me semble-t-il, qui est peut-être possible, c'est le retour, et je ne sais même pas comment il serait opéré, mais c'est le retour de l'accord sur l'Iran, qui est quand même, voilà, qui n'est pas un détail, qui est quand même quelque chose. Voilà, un certain nombre de gens nous ont dit que Trump, c'était quand même beaucoup mieux parce qu'il avait une politique étrangère non interventionniste. Bon, sur l'Iran, quand même, ce n'est pas un détail. C'est la première chose qu'il a fait. Il a détruit cet accord. La Syrie, il n'a pas été particulièrement brillant. Donc voilà, est-ce que Biden ferait beaucoup mieux? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les démocrates n'ont jamais brillé sur les politiques étrangères. Au contraire, il n'y a pas du tout de reniement sur ce plan. Mais je pense que voilà, la question de l'Iran est une question importante et un retour dans cet accord serait quand même non négligeable d'un point de vue géopolitique. Mais bon, il faut pas pour avoir des espoirs gigantesques sur la politique américaine. La plupart de l'establishment démocrate est tout à fait convaincu que la vocation des États-Unis, c'est être le leadership du monde, c'est être le leadership du monde libre, et qu'ils ont un rôle à jouer dans ce cadre-là de policiers ou de gendarmes de la planète. Donc ça, la plupart l'assument totalement. Ce n'est pas du tout caché, c'est dit. Obama lui-même a en partie, même s'il a eu quand même une politique un peu différente sur ces dernières années, vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis d'Iran, globalement, il y a quand même un accord assez général sur ce plan, et je n'ai pas l'impression que Trump a vraiment rompu sur ces questions, ou bien au contraire. Oui, alors sur la question de la guerre en Irak, bon, c'est sûr que Barack Obama s'est opposé à la guerre en Irak, Hillary Clinton non, en tant que sénatrice, elle a voté pour la guerre en Irak, Joe Biden aussi, mais attendez, il y a pire. En fait, Joe Biden, il a mené la danse au niveau de l'intervention en Irak. Il occupait un poste, et pas n'importe lequel, c'était celui de président de la commission des affaires étrangères au Sénat. Il y a eu des auditions d'experts pour savoir s'il y avait des armes de destruction massive ou pas. Si je me souviens, il n'y a eu aucun expert qui remettait la version officielle en cause. Or, Joe Biden avait la main sur qui pouvait intervenir et quelque part dire quoi sur l'agenda au Sénat. Et donc, le Sénat, quand même, s'occupe de politique étrangère beaucoup plus que la Chambre des représentants, par exemple. Donc, c'est pas négligeable. Quelque part, Joe Biden est l'un des artisans de la guerre en Irak. Donc, ça, il faut quand même bien le comprendre. Alors, je dirais que, est-ce que ça augure un retour du néoconservatisme? Je ne suis pas sûr parce que Joe Biden est un homme politique et il voit que l'interventionnisme n'est plus, on va dire, à la mode, hein, pour être assez cynique. Et donc, il ne va pas forcément revenir sur ça. Et quelque part, est-ce qu'il va devenir isolationniste? Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'exactement sur l'Iran, comme a dit Daniel, il va revenir il va essayer de remettre l'accord en route. Mais donc, voilà, si on considère Joe Biden comme un néoconservateur, je pense que c'est plus ou moins la vérité aussi, quelque part. Donc, il faut voir comment il va se révéler. Est-ce qu'il a compris, moi je suppose qu'il a compris en tant qu'homme politique que l'interventionnisme c'était plus bon, déjà ils ont été défaits en Irak, mais voilà, il n'est plus populaire et que une nouvelle guerre ça serait se tirer une balle dans le pied pour essayer de récupérer un second mandat. Donc voilà, il ne sera pas interventionniste comme George Bush, mais en tout cas, il faut bien avoir en mémoire le rôle qu'il a joué au niveau de l'intervention en Irak. Merci. On a une question de Julien sur la question du gerrymandering, donc le formatage des circonscriptions électorales pour favoriser tel ou tel candidat, et qui est souvent utilisé par les républicains pour compenser leur déficit de soutien populaire, qui demande s'il y a un discours de gauche sur cette question du gerrymandering et qui rappelle que Hillary Clinton avait remporté le suffrage populaire largement en 2016. Plutôt une question
technique. Je ne sais pas qui voudrait répondre. Bah, je peux répondre éventuellement, mais j'ai pas. Bon, sur cette question-là, je peux pas dire que. Je pense que tous les démocrates sont outrés par rapport aux manœuvres des républicains euh, et que, bon, il y a le charcutage électoral. Il y a, bon, on essaye d'empêcher aussi les gens de voter, par exemple au Texas. Et je pense que dernièrement, ça a été maintenu que, par exemple, dans un comté où il y a enfin, réellement peuplé, où il y a bon, après, j'ai pas lu dans le détail, mais c'est réellement scandaleux. Enfin, il y a il y a qu'un endroit où vous pouvez aller laisser votre bulletin de vote anticipé. Et donc, il y a des films énormes. Et donc, faut des heures, il faut vraiment être armé de patience et c'est peu dire pour juste aller faire son devoir de citoyen. Donc, il y a beaucoup de manœuvres comme ça qui font que, voilà, politiquement, les démocrates, ils sont faibles et des fois, ils ont. Enfin, c'est pas que pour la présidentielle où ils ont le vote populaire. Et puis, en réalité, ben, ils ont pas forcément le pouvoir. C'est aussi visible ailleurs. Notamment, enfin, on se rend compte il y a des présidents finalement qui n'ont pas eu le vote populaire et qui nomment des juges à la Cour suprême confirmés par des sénateurs qui représentent pas non plus le vote populaire parce que bon, si, enfin, au niveau de la représentation, le Sénat c'est égalitaire État par État et donc c'est pas exactement proportionnel par rapport au vote, si vous voulez. Donc, malgré tout, les républicains arrivent à gagner. Et donc, il y a un souci, mais je dirais qu'à la longue, les républicains, leur base électorale, elle s'effrite. Et c'est pour ça qu'ils ont recours à des manœuvres pareilles, parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas gagner s'ils ne font pas des basses manœuvres. Donc, comme le charcutage électoral, le gerrymandering. Donc, quelque part, on voit qu'ils sont peut-être un peu aux abois aussi et que le pays change, que de plus en plus de gens votent démocrate et que c'est une vérité qui va pas pouvoir être ignorée et ça ne va pas tenir avec des petites manœuvres, même si on voit quand même qu'ils sont victorieux. Mais il faut rappeler sur ce point que bon, voilà, c'est aussi le fédéralisme, il faut être bon joueur et voilà, le système des grands électeurs, c'est le même pour tout le monde et ça permet à des petits États d'avoir leur voix, à l'Amérique rurale aussi d'avoir son mot à dire, même si ils sont moins nombreux dans des États ruraux, eh bien oui, ils ont quand même un poids qui est alors pas semblable à celui de la Californie ou New York où là il y a beaucoup de démocrates, mais tout de même un poids qui serait enfin, qui est moins négligeable qui serait si c'était juste du vote proportionnel. Et donc c'est ça aussi le fédéralisme et quelque part c'est ça aussi la logique démocratique, même si on peut trouver le système un peu archaïque et que bon, une personne a un vote, c'est le plus logique, mais bon, c'est pas totalement antidémocratique non plus, ça. Merci. Je ne sais pas si Daniel veut rajouter quelque chose ou Non. non. Il y a Vladimir qui demande qu'on précise que Joe Biden avait aussi été l'instigateur d'une proposition de séparer l'Irak en trois selon les confessions ethniques et religieuses. Et il disait qu'il y en a elle-même pour la Yougoslavie, à l'époque de la guerre de Yougoslavie. Encore une question sur la possibilité que face au blocage et au cadenassage de l'establishment démocrate du parti, donc qui rendrait impossible vraiment de faire vivre le débat politique à gauche, qu'il y ait éventuellement la création d'un troisième parti qui serait vraiment à la gauche du Parti démocrate. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qui est assez récurrente dans le débat politique, mais genre, qui a donc jamais vu le jour, mais qu'est-ce que vous en pensez de nos jours avec cette nouvelle vitalité de la gauche? Juste une petite remarque, et je pense que Charles sera peut-être mieux armé que moi pour répondre à cette question, mais ça a déjà existé, il y a déjà eu plusieurs tentatives de le faire. Il existe bien entendu le parti, le Green Party, mais il y a aussi il y a eu une expérience du Labour Party où on a voulu faire
un parti travailliste ou socialiste. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un débat qui est constant. Et voilà, il faut aussi prendre en compte la spécificité du système politique américain qui rend extrêmement difficile l'émergence d'un tel parti. Il y a eu, bien entendu, fin du 19e siècle, début du 20e, il y a eu le Parti populiste qui a une expérience incroyable et qui a inspiré en partie aussi le New Deal et toute une série de personnes du New Deal. Il y a eu le Parti socialiste américain avec Eugene Debs. Mais bon, c'est très compliqué. À l'époque, on fait des scores considérables. Et puis, il y a aussi une question il faut aussi se déprendre, je pense, un peu de notre vision de ce qu'est un parti. Le Parti démocrate ou le Parti républicain, ce n'est pas comme le Parti socialiste belge ou le Parti socialiste français. C'est une structure totalement différente qui ne fonctionne pas de la même façon. Et si je pense qu'il y a de l'espace pour créer parfois des partis indépendants à des échelles locales, parfois peut-être même à des échelles d'État, au niveau fédéral, c'est très compliqué. Et ces tentatives qui ont été faites ont généralement échoué ou abouti à l'échec de personnes qui, par ailleurs, ont une vision politique tout à fait admirable, mais pour la plupart ont été conduits à l'idée que dans l'état actuel des choses, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister des organisations à différentes échelles spécifiques. Il y a aussi maintenant Democratic Socialist of America, qui est le parti qui avait été fondé par Michael Harrington dans les années 60, je me trompe. Mais bon, ça reste des plateformes assez minoritaires et il n'y a rien à faire électoralement dans le cas d'une élection présidentielle. C'est très, très compliqué de mener une campagne à côté de ces deux plateformes, peut-être plus que partis, je ne sais pas, que sont le Parti républicain et le démocrate. Oui, moi je dirais pareil. Évidemment, la meilleure stratégie, que ce soit pour la gauche ou pour des droites alternatives au niveau du Parti républicain, c'est l'entrisme, c'est-à-dire de venir avec vos idées, de changer le parti de l'intérieur. C'est ce qu'a fait Trump et il a réussi. C'est ce que choisissent les libertariens, si vous voyez Ron Paul et son fils Ron Paul, qui ont fait en tout cas Ron Paul a fait une campagne très très remarquée en 2012. Il a changé un peu la mentalité de son parti, notamment par rapport aux engagements étrangers. Je dirais que c'est la seule voie pour la Maison-Blanche, un des deux partis, même s'il y a le Parti libertarien, mais qui a parlé du Parti libertarien récemment? On n'entend jamais parler du Parti libertarien sur les chaînes TV, donc c'est très difficile d'exister. Bernie Sanders, on lui a fait la proposition. S'il voulait refaire naître le People's Party, il a décliné. On lui a fait une autre proposition aussi, c'était de reprendre le ticket du Green Party aussi, à un moment donné. Juste après sa campagne, je pense qu'en 2016, alors j'ai oublié son nom, mais la présidente, celle qui était à la tête du ticket du parti, du Green Party, lui a dit si tu veux, le ticket est à toi et moi je serai ta colistière. Il a refusé. Et donc la stratégie, c'est vraiment l'entrisme, c'est-à-dire de faire comme si on était un démocrate et bon, après comme si on était un républicain et de changer la ligne du parti de l'intérieur. Ça a marché pour Donald Trump, qui avant était dans un parti minoritaire aussi, le Reform Party. Voilà, ça l'a mené nulle part. Et il a fait campagne au sein du parti républicain. Il a gagné du premier coup. Donc, voilà, je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est de l'entrisme. Juste, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose. Il faut aussi, je pense, aussi arrêter avec cette idée qu'on ne décrète pas la création d'un parti. C'est pas juste, maintenant il y a Bernie Sanders, on va créer un parti qui va être, je ne vais pas dire une coquille vide, mais enfin, on peut rassembler autour de soi toute une série de gens qui s'engagent plus ou moins, qui s'inscrivent sur. Mais je pense que le parti est l'aboutissement aussi d'un processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on assiste à des transformations profondes de la vie politique américaine, de l'organisation de la classe ouvrière, des syndicats, je ne sais pas, à un moment donné, cette question peut se poser, mais elle ne se pose pas de manière abstraite comme ça, et aujourd'hui, les conditions ne sont certainement pas réunies. Ce ne serait qu'une nouvelle expérience qui, à mon semble-t-il,
n'amènerait pas à grand-chose, comme toutes celles qui ont déjà précédé. La création du Parti socialiste américain ou le People's Party est le fruit d'une évolution importante dans la vie politique, de mobilisation, de révolte, dans le Sud en particulier. Voilà, c'est pas une question qui se pose comme ça. Voilà, c'est plutôt il faut toujours le concevoir, me semble-t-il, comme l'aboutissement d'un processus et qui peut poser cette question, mais dans le cadre actuel, il n'y a pas vraiment effectivement de voie pour ça. Merci. Donc, comme je ne vois pas de nouvelles questions, je vais quand même en poser une dernière. Je voulais qu'on aborde la question de la place de la dimension identitaire dans le débat politique américain. Donc, on a beaucoup reproché dans les milieux progressistes à Bernie Sanders de ne pas attirer suffisamment l'attention sur la question de la justice raciale en enfermant cette question dans la justice sociale. Et je voulais un peu avoir votre avis sur, à l'avenir, quelle place va prendre ces débats entre les partisans plutôt d'une ligne lutte de classe et les partisans plutôt de la défense des droits des minorités, donc qui ne limiterait pas toutes ces questions à la question de justice sociale Oui. qui ont été très, très prégnants dans les débats pour la campagne en 2016 et encore en 2020. Et donc, je voulais avoir votre avis par rapport à l'avenir de ce qui me semble être un large clivage au sein de la gauche dans les années à venir. Oui, c'est sûr, mais je pense que toute l'originalité de Bernie Sanders, c'est de revouloir faire du Parti démocrate un parti des travailleurs, comme c'était avant du temps de Franklin D. Roosevelt, qu'aujourd'hui les travailleurs, ils ne se reconnaissent pas forcément dans le Parti démocrate et ils votent plutôt conservateur. Donc il y a aussi tout un style qui doit être plus franc, moins intellectuel, moins bourgeois, plus décomplexé, plus terre à terre, et ça c'est clairement le style Sanders. Et puis, question de priorité, les questions raciales, les droits des femmes, des minorités sont très importantes pour Bernie Sanders. Mais pour lui, la première question, c'est d'abord de pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Comme disait Martin Luther King, c'est très bien les droits civiques, mais à un moment donné, si le fait que je puisse aller à un resto et qu'il n'y ait plus la ségrégation, c'est très bien, mais si je ne peux pas me payer un beefsteak, comment je fais? Donc, bon, après, c'est un peu daté cette explication-là, mais je pense que, voilà, pour moi, ils seront plus gagnants s'ils font quand même un parti qui serait plus inclusif, parce que quand on parle des travailleurs, on parle à tout le monde. Quand on parle des minorités, bon, c'est pas qu'on veut diviser, mais on parle de problèmes peut-être un peu spécifiques, même si ça concerne, on est d'accord, toute la société américaine. Et on s'en est bien rendu compte avec le décès de George Floyd, puisque bon, là, le mouvement Black Lives Matter, pardon, c'était plus du coup la gauche du parti démocrate, mais tout le monde a ressenti ce besoin-là. C'est quasiment identifié au mouvement avant les débordements. Donc oui, je pense que c'est clairement une stratégie à suivre, pas simplement d'avoir des idées progressistes, mais voilà, les travailleurs d'abord. C'est tout l'enjeu, et on verra qui prendra le relais aussi, parce que Bernie Sanders se fait vieux, et il faut d'autres figures qu'Alexandria Ocasio-Cortez. Bon, voilà, c'est ce que je vais dire sur la question. Pour rajouter quelques petites choses, je pense qu'effectivement, il y a une lutte politique autour de qu'est-ce que c'est l'antiracisme, de quel type d'antiracisme on poursuit. Et beaucoup des attaques qui ont été faites à Sanders, c'était, me semble-t-il, injuste ou reflètent le prime d'un certain antiracisme, comme celui qui a promu évidemment Hillary Clinton, qui scandait durant ses meetings que détruire, démanteler les grandes banques ne va pas faire disparaître le racisme, et donc cette sorte de séparation en disant voilà, le racisme c'est un problème spécifique, et toute la plateforme de Sanders qui porte sur le socio-économique, même si c'était faux, parce qu'il avait toute une série aussi
de propositions très, très spécifiques sur la justice raciale. Voilà, c'est classique. Ça a toujours été la ligne de l'establishment démocrate et qui oublie bien entendu de dire que si on fait un salaire minimum à $15, il y a une disproportion d'Afro-Américains qui sont dans ces jobs très difficiles. Il y a une disproportion d'Afro-Américains qui bénéficieraient de l'éducation publique gratuite, qui bénéficieraient de toutes ces mesures socio-économiques qui touchent en réalité de manière disproportionnée les minorités. Et c'est la raison aussi pour laquelle chez les jeunes qui sont aussi touchés par ces questions de précarité, d'endettement, etc., il est très, très populaire. Il est très populaire indépendamment de l'origine ethnique. Après, il y a des disparités, mais voilà, il a un succès très important aussi chez les latinos, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Et je pense aussi que Sanders est assez fidèle à l'héritage du mouvement des droits civiques, qui aujourd'hui voilà, n'est pas nécessairement prévalent dans toutes les couches de la société américaine, enfin des politiques américains. Il faut quand même se souvenir que la marche sur Washington avait été organisée par un leader des droits civiques qui s'appelle Philip A. Randolph, qui à la base est un organisateur syndical, et qui a commencé comme organisateur syndical, qui a créé un des premiers syndicats qui a eu un rôle très, très important dans cette marche. Et il a été organisé en parallèle avec le syndicat, notamment le syndicat automobile. Et le titre de la marche était A March for Jobs and Freedom, donc pour des emplois et la liberté. Et dès les années qui suivent, où les plus grandes lois vont être passées pour les droits civiques, et notamment le Voting Rights Act, enfin, 64-65, je pense, Randolph, mais aussi Luther King et d'autres, commencent aussi à s'interroger sur le fait qu'on doit pousser le programme plus loin, et il faut passer aussi sur les relations économiques. Et c'est aussi à ce moment que Luther King, par exemple, commence à réfléchir sur le socialisme, qu'il organise sa Poor People Campaign. Et Sanders est certainement l'héritier de ça, dans la mesure où il a participé à ce moment, il a toujours vu ces questions de justice raciale fortement ancrées dans la question socio-économique, dans les rapports socio-économiques. Et voilà, il y a une vraie question sur est-ce qu'on défend un programme qui vise à faire entrer plus de minorités à Harvard, qui de toute façon va produire l'élite américaine, ou est-ce qu'on veut augmenter les salaires de la majorité des Américains qui, eux, qui souffrent tous les jours et qui n'ont peut-être aucune chance d'aller à Harvard quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense qu'il y a deux figures aussi de l'antiracisme ou du féminisme, par ailleurs, qui se dessinent. Et il faut garder en tête aussi qu'un programme socio-économique, c'est aussi un programme antiraciste à beaucoup d'égards. Merci. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. On a bien compris que la situation de la gauche est très ouverte aux États-Unis à ce stade, et donc il faudra suivre de très près ce sujet. Donc merci à tous les participants et merci à nos deux invités. Donc vu le contexte sanitaire, on ne reprendra pas nos conférences, débats régulières en physique avant un petit temps. Donc on organisera très prochainement d'autres soirées virtuelles de ce type. Donc l'agenda pour l'instant il n'est pas encore très précis, mais on a déjà les thématiques. Donc on abordera notamment la question de la politique en matière de fiscalité et de fraude fiscale du gouvernement Vivaldi. On analysera aussi le plan de relance européen sous l'angle de la création monétaire. Donc là, ce sera plus sous un mode formation. Et enfin, on a aussi un événement qui est prévu sur la question de la manière dont l'échelon local peut être représenté à contre-pouvoir aux politiques néolibérales. Et donc voilà, on publiera rapidement notre agenda précis dans les jours à venir. Voilà, merci à tous et prenez soin de vous. Merci.